Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo des 10 lieux insolites au Portugal. Cette vidéo sera sur le thème de la frontière, et par conséquent en lien avec l'Espagne. Mais pas que, vous verrez que le dernier lieu est une frontière que vous ne soupçonnez pas. Grâce à la signature du traité d'Alcanisses en 1297, on dit souvent que le Portugal est le plus vieux pays du monde, car ses frontières sont définies depuis très longtemps. On va dire que c'est vrai, mais il existe des petites subtilités que l'on va voir dans cette vidéo. Les frontières sont des lieux fascinants, à l'origine de nombreuses histoires, monuments ou conflits. On l'a vu récemment avec le Covid-19, les frontières font toujours parler d'elles. Même si les relations diplomatiques entre le Portugal et l'Espagne sont plutôt bonnes, des polémiques apparaissent encore régulièrement. Que ce soit pour des raisons énergétiques, avec des histoires de centrales nucléaires ou mines d'uranium à quelques kilomètres de la frontière, ou encore des nombreux barrages hydroélectriques construits tout le long des fleuves frontaliers. D'ailleurs, la gestion de l'eau est l'un des points les plus problématiques, que ce soit pour la quantité ou la pollution, ce sont les polémiques les plus récurrentes. Il y a encore des conflits territoriaux ou maritimes, avec le cas des îles Vierges et d'Olivença, mais nous y reviendrons. Enfin, il y a aussi la question de l'immigration illégale. L'année dernière, la nouvelle route reliant le Maroc au Portugal a été sujette à de nombreux articles. Mais tout ça n'est pas le thème de la vidéo, ce n'était qu'une petite intro. Je ne vais pas faire de politique, si ça vous intéresse, il y a plein de liens en description. La frontière entre le Portugal et l'Espagne est surnommée Araï. C'est pour cela qu'il y a de nombreux villages frontaliers qui finissent par Daraï. Revenons-en au principal, et donc aux lieux insolites en lien avec la frontière. Le premier est Seville, vers Melgaço. C'est le village le plus au nord du pays. C'est ici que commence le Portugal. Preuve en est la bande frontière. C'est la numéro 1 des environ 1050 qui existent. Pour y accéder, il faudra emprunter un chemin de randonnée. De nombreuses personnalités s'y sont déjà rendues. Pas très loin de là, à San Gregorio, il y a la borne 1 bis. Elle est plus photogénique et facile d'accès. Notre prochain lieu en comprend plusieurs. Avez-vous déjà entendu parler du Couto Misto ? C'était une micronation située entre le Portugal et l'Espagne. Elle comprenait les villages de Santiago, Rubies et Meaux. En 1864, un traité est signé à Lisbonne entre l'Espagne et le Portugal. Le Couto Misto devient officiellement espagnol. En échange, les villages de Southling d'Araia, Cambedo et Lama dos Arcos devenaient portugais. Le lieu suivant était inévitable. Personnellement, quand je pense à la frontière, c'est à cette ville que je pense, Vilar Formoso. Quand je vais au Portugal en voiture, comme beaucoup d'entre vous, c'est par là que je passe. C'est aussi par là que de nombreux trains passaient. D'ailleurs, la gare est magnifique. Ce fut le point de passage de milliers de juifs fuyant le nazisme pour rejoindre l'Amérique via le Portugal. Plus tard, ce fut aussi le point de passage de milliers de Portugais fuyant la dictature à la recherche d'une vie meilleure. Toutes ces histoires sont visibles dans le musée Vila Formoso, frontière de la paix. Notre prochain lieu est un pont romain, le pont de Segura, construit aux environs du IIe siècle. Des ponts romains, il y en a d'autres. Mais c'est sur celui-ci que l'on trouve la plaque qui circule régulièrement dans les journaux et sur les réseaux sociaux. La voici. Le cinquième lieu se trouve à Marvão. C'est un poste frontière de l'Estado Novo de Salazar pour lutter contre la contrebande. Il a été inauguré en 1972. Au milieu des années 90, avec l'abandon des frontières à l'intérieur de l'espace Schengen, le bâtiment sera laissé à l'abandon. Sa particularité est qu'il a été construit par un des plus grands architectes portugais, Cassiano Branco. Ce fut d'ailleurs sa dernière réalisation. C'est également l'architecte du Portugal des Petits à Coimbra ou du théâtre Eden à Lisbonne. Un peu plus au sud, entre El Marco en Espagne et Várzea Grande au Portugal, se trouve le plus petit pont international du monde. Il mesure moins de 4 mètres de long et moins de 2 mètres de large. Il a été construit en 2008, mais auparavant il existait déjà un ponton pour relier les deux villages. Le septième lieu est également un pont, mais celui-ci n'existe plus. Suite à des conflits entre le Portugal et l'Espagne au sujet de leur territoire en Amérique du Sud, l'Espagne propose un échange de princesses. Un accord est trouvé. Dom José, prince du Brésil, héritier du trône portugais, épousera Maria Ana Vitória. Dom Fernando, prince des Asturies, héritier du trône espagnol, épousera Maria Barba de Bragança. L'échange eut lieu en 1729. Pour ne pas donner l'avantage à un des deux pays, l'échange eut lieu au milieu de la rivière Caia, entre Elvas et Badajoz, entre les deux pays. Le pont pavillon était séparé en 3 parties, une pour chaque pays et une commune au centre pour faire l'échange. A l'époque, les deux pays étaient très riches et ce fut une surenchère de luxe entre les deux rois. Cette histoire inspira de nombreux livres et films. Le prochain lieu est le plus polémique, Olivença, enfin Olivenza. En gros, tout est de la faute de la guerre péninsulaire de Napoléon. Ce thème sera développé dans une série de vidéos tellement il y a de choses à dire. Je vais donc vous faire un petit résumé. En 1297, lors de la signature du traité d'Alcanisses, Olivença faisait partie du territoire portugais. Bien plus tard, en 1801, lors de l'épisode de la guerre des Oranges, poussé par Napoléon, l'Espagne envahit le sud du Portugal et prend le contrôle d'Olivença. Sous la menace, le Portugal signe le traité de Badajoz, qui accorde Olivença aux Espagnols. Le traité sera annulé mais remplacé par d'autres traités, mais ce n'est pas important.
Après la chute de Napoléon, en 1815 est signé l'accord de Vienne. Il a pour but de rétablir les frontières en Europe pour assurer la paix. Avec la signature de ce traité, l'Espagne s'engage à rendre Olivens au Portugal dans les plus brefs délais. À ce jour, cela n'est toujours pas le cas. Afin d'éviter les polémiques, les deux pays évitent le sujet. Pour l'anecdote, bien avant cette période, les Espagnols avaient déjà fait exploser à 2 reprises le pont qui reliait Olivens à la ville portugaise d'Elvas. Le pont, en ruine, est toujours visible. Parlons maintenant d'Alcouti. C'est l'endroit le plus cool pour traverser la frontière. En effet, il y a une tyrolienne qui relie les deux rives, et donc les deux pays. Cette ville était également la plaque tournante de la contrebande locale. En hommage à cela, un circuit de randonnée a été mis en place. Il passe par les statuts d'un contrebandier et d'un garde fiscal, ainsi que par les anciens postes des gardes fiscaux. La contrebande et l'immigration, dans les deux sens, soit pour fuir Salazar, soit pour fuir Franco, ont grandement marqué les villes et villages frontaliers. Plusieurs musées y sont consacrés, à Villaformosa, comme nous l'avons vu, mais également à Santana de Cambas, vers Mertol, à Moimenta da Raia, vers Bragança, et enfin à Melgaço. J'en ai sûrement oublié, dites-le moi en commentaire si vous en connaissez d'autres. On a déjà vu plus de 9 lieux. Dans la plupart des cas, ils étaient en lien avec des divisions, des tensions ou la guerre. Et il y en a beaucoup d'autres. D'un côté comme de l'autre de la frontière, les enjeux territoriaux et militaires nous ont laissé des châteaux magnifiques, comme celui de Marvão ou Monsaraz, ainsi que des villes fortifiées comme Almeida ou Elvas. Mais la frontière, ce n'est pas que ça. C'est aussi des échanges, une culture, des mariages et de la solidarité. À ce sujet, je vous conseille grandement de regarder la série de reportages de Arraia, ou bien A Fronteira Será Escrita. On les retrouve facilement sur YouTube et ils sont dans la description. De plus, il y a de nombreux festivals, expositions, fêtes et associations transfrontalières, et même des initiatives politiques, comme des réunions régulières ainsi que des Eurocidades, unissant une ville de chaque pays. Pour illustrer ce point, on retourne dans le nord, à Vila Nova de Cerveira. En 2004, il a été inauguré le pont de l'amitié. Il relie les deux pays. Voilà, on a fait le tour des 10 lieux, même un peu plus. Mais au début de la vidéo, je vous avais promis une frontière que vous ne soupçonnerez pas. Pour cela, on part à Madère. Saviez-vous qu'il y avait une principauté ? Il s'agit de l'îlot du fort de Saint-José, près de Funchal, la principauté d'Apontinho, gouvernée par le prince Renato. C'est une histoire passionnante. En 1903, l'îlot est vendu par l'État afin de construire la digue et le port qui font que cet îlot et l'autre îlot, qui comporte également un fort, soient reliés à l'île principale. En 2000, Renato Barros le rachète. Suite au refus du gouvernement de Madère de le laisser exploiter commercialement le fort, en 2007, il programme l'indépendance de son îlot. Depuis, le gouvernement fait tout pour mettre des bâtons dans les roues du prince. Il refuse de raccorder l'îlot au réseau électrique et la police arrêtera même le prince car il exploite commercialement l'îlot qui lui appartient. En 2017, un député régional condamné de la prison demandera même l'asile politique au prince. Juridiquement, c'est très compliqué. Bien que la vente de 1903 cède la propriété et le pouvoir sur l'îlot, les lois portugaises actuelles empêchent cela. Le reportage Un Sonho Soberano, un rêve souverain, explique bien cette histoire. Il est dispo sur YouTube. C'est sur ce dernier lieu que la vidéo s'arrête. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le like et l'abonnement. Si vous voulez plus d'histoires sur le Portugal, rejoignez-moi sur Insta. A bientôt!